Hello, bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Depuis quelques années, on voit l'essor d'un nouveau genre de l'imaginaire, c'est la cozy fantasy. Alors entre créatures fantastiques, magie, thé à siroter sous un plaid, elle nous offre vraiment un instant de lecture particulièrement agréable, immersif, mais sans grandes épopées ni quêtes, mais plutôt un côté tranche de vie. Bien que ça ne soit quand même pas toujours le cas, puisqu'on retrouve souvent quelques péripéties. C'est vrai que si la fantasy nous a habitués à cette idée de quête initiatique ou ces grandes batailles épiques, ici on va vraiment s'axer sur la vie des personnages, leur quotidien, et donc finalement quelque chose d'assez douillet, basé aussi sur la description des paysages et de ces petites choses qui agrémentent les journées de nos personnages, comme la dégustation d'un thé ou la confection d'un gâteau. On reste tout de même dans de la fantaisie puisque très souvent ce sont des personnages soit non humains ou avec des caractéristiques magiques. On peut également avoir des animaux qui parlent, des plantes. Toutes ces choses font que c'est un petit peu comme si on avait pris une fantaisie, qu'on en avait extrait tout le côté vraiment épique qui fait qu'on a de l'action en permanence et qu'on s'était concentré sur des moments entre deux batailles assez creux finalement où les personnages nous partagent un petit peu leurs occupations quotidiennes. Pour ma part, j'ai désormais lu quelques livres qui correspondent à ce genre de cozy fantasy et j'avais envie de les décortiquer un petit peu ici. Alors cette fois, il s'agit pas seulement de recommandations parce que certains de ces livres m'ont pas forcément plu, mais je vais plutôt faire un état des lieux de mes découvertes jusqu'à présent. Un petit peu comme d'habitude dans les épisodes, je vais vous présenter 6 titres de cozy fantasy. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de ces livres que j'aimerais bien lire et qui font partie de ce genre mais que je n'ai pas encore découvert. Et puis après, j'ai aussi quelques petites recommandations d'autres styles, genre films, séries, ce genre de choses. Alors vous allez voir, il y a pas mal de livres dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même un genre qui est relativement nouveau en France, et donc c'est pas mal des titres traduits généralement de l'anglais, et donc c'est vrai qu'on les a beaucoup vus tourner, surtout depuis là, je dirais 2-3 ans. Donc clairement, vous allez pas avoir de surprise pour la plupart des titres, mais il y a quand même des choses qui sortent un petit peu de peut-être ce qu'on voit toujours. Et puis ces titres, vous avez peut-être pas encore eu l'occasion de les découvrir, donc c'est l'occasion de voir si ils peuvent éventuellement être faits pour vous ou pas forcément. On va commencer tout de suite avec donc un titre assez connu qui est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, et c'est un titre qui est publié en brochet et en relié chez De Saxius et qui est aussi disponible maintenant en poche chez PAL, qui sont les éditions poche des éditions De Saxius. C'est un titre dont j'avais beaucoup entendu parler, qui me faisait extrêmement envie à l'époque. C'était vraiment le premier titre que j'allais découvrir de Cozy Fantasy. Et j'avais même acheté l'édition reliée collector, qui s'est avérée pas si collector que ça finalement, puisqu'il a été réédité, mais peu importe, de toute façon je l'avais revendu entre temps. Et donc c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. On va y suivre Linus, qui est un homme d'environ 40 ans, qui a vraiment une vie tranquille, pépère. Il fait un taf un peu fonctionnaire dans une sorte de ministère de la magie, et globalement il doit s'assurer que les enfants placés dans les orphelinats magiques sont bien traités et tout ça. Un jour il va être envoyé sur une île en mission, mais visiblement c'est une mission qui change un petit peu de ce qu'il a l'habitude de faire, puisque c'est une mission avec un caractère assez dangereux. Il va donc débarquer sur cette île et son quotidien tranquille va être complètement retourné, puisqu'en sortant de ses habitudes de vie, il va faire des rencontres qu'il ne pourra jamais oublier. Qu'il s'agisse du directeur des lieux ou encore de tous les enfants du foyer, Linus va vraiment s'attacher à chacun d'entre eux et nouer une belle relation avec toute cette sorte de grande famille finalement qui prend vie sur l'île. On est ici dans une ambiance de manoir au bord de l'eau, avec ce côté un peu Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais sans le côté parfois un peu glauque et chelou que peut avoir ce titre, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, mais que j'avais vu en film. Même si c'est vrai qu'ici aussi, les enfants ont quand même des particularités assez spéciales, et certains sont très chelous quand même. Et donc voilà, c'est vraiment un chouette roman, on passe un super bon moment,
plein de douceur. Alors tout le monde dit oui, si vous voulez de l'action, il se passe rien. Il se passe quand même des choses. Enfin, je veux dire, la cozy fantasy, c'est pas non plus lire quelqu'un qui se fait son café uniquement. Il y a quand même des péripéties, il y a quand même des petites enquêtes, soit des petits soucis à résoudre en tout cas. On est quand même sur un récit qui est quand même rythmé. C'est pas un long ennui de la vie au manoir. Et d'ailleurs, je trouve que dans tous les titres que je vais vous citer, il n'y a pas de moment que j'ai trouvé particulièrement creux ou d'ennui. Maintenant, voilà, c'est un titre personnellement que j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé le lire, mais ça m'a pas transcendé, je me suis pas dit, mais révélation incroyable pour la cozy fantasy. Non, là vraiment, je me suis dit, bon, c'était chouette, mais j'y lirai pas le tome 2, ou qui est d'ailleurs peut-être même un préquel, je ne sais pas trop, mais qui est sorti là il y a peut-être un an, quelque chose comme ça. Voilà, ça m'attire pas plus que ça. C'était sympa le temps que ça a duré, maintenant ça m'aura pas non plus marqué au fer rouge, ça c'est clair. On enchaîne maintenant avec le deuxième titre du genre que j'ai découvert, c'est Légende et Latte ou Legends and Latte de Travis Baldree. Ce titre aussi est publié en brochet et en relié chez Inis Éditions et en poche chez J'ai lu. Ici on va suivre Vive, une orque qui a clairement pris sa retraite en avance puisqu'elle en a marre de son quotidien sanglant de mercenaire et elle va décider de changer radicalement de vie pour ouvrir un café qui est visiblement une boisson pas très à la mode, enfin que personne ne semble trop connaître dans le secteur où elle va s'installer. Et donc elle se dit c'est l'occasion de faire découvrir cette boisson incroyable à toute cette population autour et d'ouvrir mon établissement, ce qui va lui permettre de vivre sans avoir à dézinguer des gens. Elle va rapidement devoir embaucher une succube pour servir le café aux clients. Et puis là voilà, on est vraiment pour le coup dans une aventure quotidienne, sans grand enjeu, bien qu'il y ait quand même une sorte de péripétie de fond un petit peu qui va durer tout au long du récit, avec quelqu'un qui va mettre en danger le café. Mais c'est vrai que globalement, on est là sur le quotidien de comment faire la décoration du café, la relation qui va se nouer entre Vive et la succube, et puis un petit peu les clients qui vont abonder ou pas, les galères que représente les galères que représente le fait de tenir ce café, un petit peu tout ça. Sur le moment, encore une fois, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que ça m'a pas du tout enchantée, je me suis pas dit quel moment délectable. Je pense que j'attendais un petit peu plus de ce truc de cozy fantasy. Je pense que je m'attendais à un mindset complet, qu'on allait me retourner le cerveau, en mode waouh, c'est hyper immersif, je sens que c'est hyper douillet. C'était sympa, c'était cosy, mais franchement voilà, il n'y a pas non plus de quoi se damner pour ça. Mais c'était très sympa. C'est un livre que je pourrais recommander facilement, mais en même temps, je suis vraiment pas sûre que ça puisse plaire à tout le monde, dans le sens où quelqu'un qui a jamais découvert de cozy fantasy va peut-être un peu se dire ouais bon c'est sympa mais on se fait un petit peu chier quoi, et à la fois quelqu'un qui en a déjà lu pas mal va peut-être être un peu déçu parce que je trouve, enfin, en tout cas perso je trouve qu'il y en a vraiment des meilleurs. Parlons ensuite d'un titre qui est dans ma sélection puisque je l'ai lu et je l'ai lu en tant que cozy fantasy évidemment, mais pour moi c'est un intrus total, je sais absolument pas ce qu'il fait dans cette catégorie, mais c'est vrai qu'on en entend énormément parler comme tel. C'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrite par Heather Fawcett et publiée en brochet et relié chez Sabran et en poche chez Pal. Moi, je me suis plongée corps et âme dans ce roman parce que j'adore les fées, que j'étais une enfant qui rêvait beaucoup, et particulièrement aux créatures de l'imaginaire et aux fées, et j'avais plein de livres sur les fées, j'étais persuadée de voir des fées, donc vraiment j'adorais les fées. Et là, je me suis dit, mais génial, c'est vrai que on voit beaucoup les faées, tout ça, ou les elfes à une période, mais je lis pas trop de trucs avec des faées et tout, parce que c'est plutôt vite catégorisé en romantasy, et c'est pas forcément ce que je lis, ou même en dark romance, dark fantasy et tout. Mais là, ça avait vraiment pas l'air d'être ça, c'était plutôt... en fait, le titre m'a vendu du rêve, hein, clairement, l'encyclopédie féerique. Je me suis dit, mais oh waouh, trop bien, tout ce que j'aime. Et franchement, après réflexion, c'était un bon livre et j'ai passé un bon moment, mais alors par contre la déception sur les attentes, parce qu'on n'est pas du tout sur de la cozy fantasy, on est sur de la fantasy, on est sur quelque chose de plutôt sombre, sans être de la dark fantasy quand même, mais alors moi j'ai rien ressenti de cozy, ni de particulièrement féerique, je dois bien l'avouer.
Donc on va retrouver ici Emily Wilde, qui est une chercheuse, une universitaire, experte dans la dryadologie, donc elle travaille sur en fait la première encyclopédie féerique, et un jour elle va partir dans le Grand Nord pour étudier les recluses. Ce sont des fées extrêmement rares, et donc elle part là-bas pour le bien de son encyclopédie, pour continuer à l'écrire tout simplement. Sauf qu'elle va se retrouver à devoir dealer avec un rival, son rival, le professeur Bumblebee, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est venu l'aider dans ses recherches, sauf qu'il fait concrètement pas grand-chose. Donc non seulement ce rival qu'elle doit se coltiner au quotidien est quand même un petit peu chiant, on va pas se mentir, il est quand même relativement insupportable. En plus, elle est pas particulièrement friendly, la Emily. Donc, bon, pour avoir des informations des habitants du village où elle se trouve, c'est pas évident. Et en plus, les fées, les recluses, s'avèrent bien plus dangereuses qu'elle ne le pensait. Et donc on est plutôt sur une quête de survie finalement. Emily, elle est pas en très bonne posture, ces fées sont très dangereuses. Elles ont, mais alors rien de cosy féerique. Moi vraiment, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose d'assez doux, mignon, des petites fées. Ah ouais, non, pas du tout. On est donc dans la neige en permanence. Elle part en expédition dans la neige, ça c'est quelque chose que je trouve très chouette au demeurant. On a une partie de journal, alors je sais plus si le livre est écrit entièrement comme un journal ou si c'est quelques chapitres, je me rappelle plus. Mais voilà, on a quand même cet aspect de journal quotidien. Mais j'ai ni été charmée par les faits, ni par le personnage d'Emily que j'ai trouvé quand même assez antipathique, ni par Bumblebee. Donc ce personnage qui est, franchement, il est super relou en fait. Il peut être sympathique par certains aspects, mais il est chiant. Et alors, moi j'ai pas compris la romance, enfin j'ai pas compris d'où elle sortait. Je me suis dit, mais en fait, elle peut pas le supporter. Lui, on ne sait pas trop pourquoi il est là, pourquoi il l'apprécie, parce qu'elle est pas très sympa. J'ai pas compris d'où ça sortait. On a bien compris qu'il allait avoir une romance, qu'il y a pas vraiment d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas lieu d'être, mais j'imagine que dans les tomes suivants ça se développe. Puis il y a aussi des révélations vis-à-vis de ce second personnage qui je pense sont assez intéressantes. Ça se trouve, ça se décante dans les autres tomes, mais c'est vrai que ce premier tome m'a pas particulièrement donné envie de lire la suite, même si c'était pas désagréable à lire, c'était intéressant, mais alors pas du tout cosy. Et puis donc j'avais fait un épisode à l'époque où je l'avais lu, un épisode entier sur ce titre, et donc je vais ressortir mon argument vraiment, cette chose qui m'a vraiment gâché ma lecture, et c'est peut-être anecdotique pour certains, mais moi quand je commence à vraiment me focus sur des trucs comme ça, je peux plus du tout passer outre. C'est le mot Hoopland, qu'en plus je connaissais pas, donc ça aide pas, mais bon, je sais que plein de gens connaissent ce mot, mais tant pis. Donc le mot Hoopland, qui est finalement une sorte de grand manteau, une sorte de cape ample à mettre sur ses vêtements, un vêtement assez chaud. Et alors c'était utilisé mais à toutes les sauces. Franchement, je lisais ce mot, j'avais l'impression que des fois c'était 3 fois par page quoi. C'était insupportable, donc ça m'a beaucoup énervée. Et je sais que peu de personnes en ont parlé de ça, ça les a pas choqués. Mais alors moi, une fois que j'ai remarqué ça, impossible d'arrêter de remarquer ce mot qui ressortait en permanence. Donc voilà, c'est un petit peu l'anecdote nulle, mais écoutez, ça a vraiment conditionné ma lecture quand même. J'ai trouvé ça sinon au demeurant relativement bien écrit. J'aime le contexte, j'aime l'époque, j'aime l'idée, mais dans la réalisation, ça m'a ni fait particulièrement frissonner, ni réconforter, ni apporter quelconque émotion, à part un petit peu franchement de l'énervement, des montages dus au ciel intempestifs et ce genre de choses. On va parler ensuite de titres que là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. On va commencer par La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est écrit par Sango Mandana et publié en brochet chez Lumen. Alors, est-ce que c'est parce que le titre parlait des sorcières et que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément que voilà, j'ai adoré ce titre? C'est possible. Mais franchement, je pense que ça va au-delà de ça. C'est que je trouve que dans ce titre, l'autrice a vraiment réussi à mêler action, péripéties, moments de réconfort, cosy, romance, interaction entre les personnages, intérêt pour la magie, la fantaisie. Et je trouve que vraiment elle a réussi ça avec brio. Donc c'était quelque chose de très équilibré, j'ai trouvé.
même si pour le coup la romance est quand même un petit peu au-dessus, elle prédomine un petit peu sur tout le reste. Ici on va suivre Mika-Moon qui est une sorcière. Alors c'est pas du tout quelque chose qui est connu des humains dans ce monde-là, puisqu'ici on est vraiment sur de la fantasy, c'est-à-dire des éléments magiques et surnaturels ajoutés à notre monde réel. Donc voilà, Mika-Moon, elle est sorcière, mais c'est quelqu'un qui, en plus de cacher sa magie, va faire vraiment profil bas et rester à l'écart des autres sorcières. Elle mène une vie plutôt solitaire puisqu'elle a l'habitude finalement de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Et donc Mika, son truc, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Et effectivement, comme on peut nous-mêmes le voir depuis quelques années, il y a vraiment une recrudescence des sorcières sur YouTube, donc avec des vidéos autour de sorts, de toutes sortes de choses autour de cette image féminine de la sorcière et de ce qu'elle peut véhiculer comme message magique, ésotérique ou de plein d'autres formes en fonction de la personne qui va présenter son point de vue de la sorcière et son application de l'idée de la magie. Donc voilà, Mika-Moon finalement, pour elle, se cacher, c'est être une sorcière sur YouTube. Donc c'est une vraie sorcière qui fait semblant d'être une fausse sorcière, mais qui se considérerait comme une vraie sorcière. Bon, je sais pas si c'est très clair mon truc, mais voilà, c'est en gros une vraie sorcière qui fait des vidéos sur YouTube de sorcellerie, puisque finalement elle se dit comment mieux cacher que je suis une sorcière qu'en faisant quand même ce que j'aime au quotidien, mais sans que ça sorte trop de l'ordinaire des gens, puisque finalement il y en a d'autres des vidéos de sorcières. Et un jour elle va recevoir une offre d'emploi afin de devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une maison assez mystérieuse baptisée la maison de nulle part. Alors Mika, elle a du mal à comprendre comment elle peut recevoir ce genre de demande incongrue alors que les humains sont censés ignorer l'existence des sorcières. Elle comprend pas non plus comment on a pu la prendre pour une vraie sorcière, ce qu'elle est au demeurant, mais voyez un petit peu le truc. Et donc par curiosité et pour plein d'autres raisons, elle va se retrouver à rencontrer tous les habitants de la maison de nulle part et à nouer des liens avec eux, et notamment avec Jamie le bibliothécaire irlandais, qu'elle trouve particulièrement séduisant, et également les 3 petites sorcières. Sauf que quelques éléments très fâcheux vont venir parsemer la vie de Mika, cette vie pour laquelle elle s'ouvre pour la première fois, ces gens avec qui elle va se confier, s'attacher, et donc elle sera prête à tout pour protéger cette petite bulle, ce petit cocon qu'elle s'est créé dans cette maison. Donc comme je vous le disais, ça tourne beaucoup autour de la romance quand même s'il y a aussi plein d'autres sujets abordés. C'était vraiment une super chouette lecture. Alors là, j'ai passé un moment vraiment cosy, avec quand même ce qu'il faut d'action, avec ces éléments de magie que j'adore, avec toutes ces relations nouées qui sont très chouettes, très mignonnes, mais aussi avec, je l'avoue, un élément assez particulier qui m'a surpris, c'est que je ne m'attendais pas à trouver une scène de sexe explicite dans ce livre. Voilà, ça m'arrive de lire des livres où il y en a, ça me dérange pas au demeurant, même si c'est pas forcément ce que je recherche. Mais c'est vrai que là en particulier, j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire dans ce genre de livre, d'autant plus que là j'ai rouvert le résumé et tout, et sur les sites de vente, c'est marqué dès 12 ans. Ça me paraît très très jeune pour des scènes de sexe explicites, hein, puisque c'est pas juste elle lui saute dessus et ils vont dans la chambre et puis le lendemain il lui fait un café et c'est voilà, il y a de la description et tout. Alors il y a qu'une scène, mais c'est quand même suffisant pour que ça ne soit pas lu par un enfant de 12 ans. Donc voilà, c'est juste, faut le savoir qu'il y a cette scène-là. Maintenant, dans mon souvenir, il n'y avait pas de truc cringe ou quoi, mais c'est vrai que c'est assez déroutant quand même de trouver ça là. Dans tous les cas, c'était une très chouette lecture, vraiment j'ai adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment une très très chouette découverte. Qui m'a amené à lire beaucoup plus récemment, puisque c'était la semaine dernière, son second livre du même style, qui est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Sangumandana aime les noms alambiqués et très très longs. Et donc c'est toujours publié chez Lumen. Et si j'avais beaucoup aimé son titre précédent, je crois que j'ai quand même préféré celui-ci. Et là, on va suivre Sarah Swan, qui était, lorsqu'elle était adolescente, une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération. Elle était vraiment promue à un bel avenir, jusqu'au jour où tout a basculé, puisqu'elle a ressuscité sa tante décédée devant ses yeux. Le sort jeté lui a fait perdre la majeure partie de sa magie, et elle a été également bannie de sa guilde. Ça fait donc 15 ans que Sarah se retrouve à s'occuper de l'auberge magique et capricieuse que sa tante tenait, et donc elle tient désormais avec elle.
et également de tous les hôtes qui sont plus étranges les uns que les autres. Cette auberge, quelque part, c'est quand même son bébé. Plus jeune, elle avait mis en place de nombreux sorts qui faisaient que c'était vraiment un petit paradis, avec notamment un sort qui fait que les seuls clients qui peuvent trouver l'auberge sont ceux qui en ont vraiment besoin, et surtout qu'elle ne reçoit pas de clients grincheux ou désagréables. Tous les gens qui vont être amenés à séjourner ici sont vraiment tous plus adorables les uns que les autres, à peu près. Sauf que cette auberge, même si elle adore la tenir, ben ça suffit pas à la combler et qu'elle aimerait désespérément retrouver ses pouvoirs, sauf qu'elle n'a plus accès à la bibliothèque de la guilde et qu'elle n'a plus accès à finalement tout ce savoir, ni même aux gens qu'elle pouvait côtoyer plus jeune. Elle va finir par trouver une piste afin de récupérer ses pouvoirs perdus. Sauf que pour ça, il va y avoir quelques épreuves à débloquer, et la première, c'est réussir à traduire le sort qui lui permettrait éventuellement de récupérer ses pouvoirs, puisqu'il est écrit dans un dialecte ancien que très peu de gens parlent. Et puis il va s'enchaîner aussi plein d'autres étapes pour tenter de retrouver ses pouvoirs. Et en parallèle, une personne avait peut-être particulièrement besoin de tomber sur son auberge, c'est Luc Larsen, avec sa jeune sœur qui est également sorcière et qui a beaucoup de mal à s'intégrer dans la guilde et auprès de ses semblables. Et donc Luc et Serra vont être amenés à s'apprivoiser petit à petit, à se côtoyer au sein de cette auberge magique. Et donc là, on va vraiment assister à une romance toute douce, toute belle, avec encore une fois ces moments cosy, ces moments de dégustation, de pâtisserie, mais aussi la rencontre de toute une flopée de personnages très attachants, d'autres beaucoup moins, et puis son lot de péripéties, et puis de problèmes quand même assez importants, même si on n'est pas sur une grande quête épique. Serra va quand même avoir des choses à régler. J'aurais du mal à vous dire pourquoi j'ai préféré celui-là. Est-ce que c'est parce que je l'ai lu très récemment et qui m'a fait vraiment une super impression? C'est bien possible. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai passé un trop bon moment. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'était pas un coup de cœur. Je sais pas ce qui manque, mais c'est toujours difficile de mettre le doigt sur ce qui fait qu'on passe d'une excellente lecture à un coup de cœur. Mais par contre, je peux vous dire que la dernière lecture dont j'ai à vous parler, là, on était sur un énorme coup de cœur. Et en plus, cette lecture est tombée vraiment au bon moment, j'avais besoin de réconfort, puisque je venais de subir un long hiver au Canada et que j'avais l'impression qu'il était interminable. Et donc j'ai lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, publiée en brochet chez Brajlon. Alors si je devais donner juste des mots-clés pour vous donner un petit peu le contexte cosy du truc, je vous dirais bibliothèque, confiture, sorcière, potions, créatures magiques, romance, animaux, cottage, île, et c'est déjà pas mal. Ah si, je pourrais rajouter plantes aussi. Donc ici on suit Kiela, qui est assez solitaire et qui travaille depuis des années à la grande bibliothèque d'Alysium, une sorte de capitale. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de vivre assez recluse parmi ses livres de sortilèges, extrêmement précieux pour l'Empire, jusqu'au jour où une révolution va éclater et la bibliothèque va partir en fumée. Kiela et son assistant Kaz, qui est une plante qui parle et se déplace aisément seule, vont essayer de se sauver en emportant le plus de livres possible, et ils vont partir sur une île lointaine où Kiela pensait ne jamais remettre les pieds, puisqu'il s'agit de l'île où elle a grandi. Elle va s'installer dans la chaumière délabrée de ses parents qui sont décédés des années auparavant. Elle espère ne pas trop se faire remarquer par les habitants de l'île et du village, mais vous voyez, le terme village ne veut pas dire discrétion en général. Tout se sait très vite, tout le monde se connaît, et donc très vite elle va se retrouver à côtoyer les différents habitants, que ceux-ci soient agréables ou non. Et donc là, entre les travaux de rénovation de son cottage, la fabrication de potions, de sortilèges, mais également de confitures, Kiela va petit à petit se forger sa petite vie sur cette île, qu'elle va réapprendre à aimer, et puis elle va finalement s'intégrer, apprivoiser tout cet environnement qui lui était très lointain, et puis les habitants qui l'entourent. Sauf que le problème, c'est que pratiquer la magie, c'est passible de mort. Elle va devoir donc trouver comment résoudre les problèmes des uns et des autres grâce à ses sortilèges, tout en faisant sorte que personne ne la prenne. Et alors comme ça peut sembler très plan-plan, ou assez vu et revu, mais alors vraiment, là on passe un moment mais délectable. Moi j'ai adoré cette lecture, c'était exactement ce dont j'avais besoin, et franchement, c'est ce dont tout le monde a besoin, je pense.
C'est doux, mais il y a en même temps de l'action, des péripéties, des mystères, et on a une petite romance en fond qui est adorable. On a des personnages hyper attachants, on a le contexte, l'île, le cottage, les confitures, tout ça fait un ensemble qui est absolument adorable, hyper réconfortant. Vraiment, je l'ai terminé, non d'ailleurs je l'avais même pas encore terminé, que je me disais, bah j'ai envie de le relire, voilà. Je sais déjà que c'est un livre que je pourrais ressortir au moindre coup de mou, si je suis d'humeur un peu maussade, que j'ai envie de quelque chose voilà, de très réconfortant. Un petit peu, ce livre c'est un câlin. Voilà, concrètement, ce livre c'est un câlin. Il y a des créatures magiques, il y a... Oh non mais c'est trop bien. Vraiment c'est trop bien. Il y a la mer, mais il y a aussi de la tempête. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un moment délectable, hein, finalement. Donc là, on a fait le tour de ces livres que j'ai lus. Donc comme vous avez pu l'entendre, il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai apprécié, il y en a que voilà, qui m'ont fait un petit peu ni chaud ni froid, ou même Emily Wilde, que j'ai pas compris ce qu'il faisait dans cette catégorie de cozy fantasy, puisque pour moi il a rien à y faire. Mais il y a également d'autres titres qui me font envie. Alors j'en ai noté que 3 parce qu'il y en a énormément maintenant qui sortent très très régulièrement, surtout là en cette période d'automne, vraiment ça foisonne. Mais si jamais, voilà. Donc j'ai noté Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer. Je sais pas encore si je vais le lire, en tout cas ça sera pas tout de suite si je suis amenée à le découvrir, mais il m'intrigue assez. Ensuite j'aimerais lire la deuxième quête de L'Or des Feuilles. Ça a l'air vraiment très sympa et ça a l'air surtout beaucoup moins connu que tout ce que j'ai pu vous citer jusque-là. Et franchement ça a des super notes sur Babelio, ça a l'air vraiment très très chouette. Il y a également le titre Rewitched de Lucy Jane Wood, qui a l'air assez sympa. Encore une fois, je sais pas si je vais le lire tout de suite, peut-être l'année prochaine, mais là, il n'est pas particulièrement dans mes priorités. Et par contre, forcément, en découvrant ce genre via la plume des auteurs, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça soit possible de découvrir la cozy fantasy uniquement dans la littérature. Il y a également plein d'autres œuvres, que ce soit du cinéma, de la BD, des mangas, des jeux vidéo. Il y a plein d'autres façons de se plonger dans la cozy fantasy. Et donc j'ai noté rapidement quelques titres qui me font penser à ça. Alors vraiment très 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 cozy fantasy. On a Frieren, qui est un manga à la base que moi j'ai regardé en animé avec mon copain. Et c'est vraiment trop bien, c'est drôle. C'est une quête, franchement c'est une quête. Mais alors c'est une quête tranquille pépouze. Hein. Là il y a vraiment pas tant d'action que ça. Mais c'est quand même un peu triste par moments. C'est assez nostalgique, mélancolique. Mais Frieren elle est trop... Enfin, elle est drôle un peu malgré elle quand même, mais pas dans le genre gag, hein, dans le genre pince sans rire plutôt. Mais vraiment, c'est trop trop sympa. Donc on suit un groupe de personnages qui... Je sais même plus ce qu'ils cherchent. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais même plus ce qu'ils cherchent. Mais voilà, qui errent, qui font une quête un peu obscure. Et on a des retours dans le passé aussi d'une précédente quête qu'avait fait Frieren. Là, pour le coup, un petit peu plus dans l'action. Et c'est vraiment très très sympa à regarder. À lire, j'imagine aussi. On a également le Hobbit, alors qui divise un peu comme titre, puisque on est quand même sur de la vraie fantasy avec cette grande quête pour sauver le monde, mais c'est vrai que ça réunit quand même un petit peu plein de codes qui définissent la cozy fantasy, que ce soit à travers les personnages, l'humour, En fait, bon, c'est très lié au fait que ce soit le mode de vie des hobbits, hein. Concrètement, si on suivait des hobbits, ça serait une cozy fantasy, très clairement, puisque ce sont vraiment des personnages qui aiment le petit confort de leur quotidien, vivre dans la campagne, parce que ça, c'est vrai que c'est aussi un élément qu'on retrouve beaucoup dans la cozy fantasy, c'est cette idée de campagne, alors là, beaucoup campagne anglaise, écossaise, irlandaise, tout ce que vous voulez, Grande-Bretagne en tout cas. Mais c'est vrai que on a ces descriptions de paysages, alors d'ailleurs, je parle du Hobbit en littérature, mais moi je l'ai pas lu en fait, j'ai regardé les films, et il y a quand même cette idée de longue quête ponctuée de moments très cosy cocooning, et c'est en particulier les moments avec les hobbits, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, c'est Lightfall de Tim Probert. Alors si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode aussi complet dessus. C'était lié au fait d'apprendre l'anglais, parce que moi je l'ai lu en anglais et que je trouvais que c'était un bon moyen de s'entraîner à lire en anglais. Et donc là, on est aussi alors sur une quête encore.
mais pareil, assez cosy, assez lente, avec une héroïne qui est très anxieuse et donc qui a besoin de moments de calme, d'introspection aussi. Et les dessins sont très doux, enfin franchement, toute l'histoire en fait quelque chose quand même d'assez réconfortant malgré qu'il y ait des gros enjeux. Et puis après, j'avoue là, je triche un peu, je vais vous parler de 2 livres et un film qui sont pas cosy, mais qui moi me réconfortent. Parce que c'est ça aussi, cosy fantasy, il y a une pseudo-définition, on voit l'idée de ce que c'est, mais après il y a la réalité aussi. Et moi, Emily Wilde, qui a été calée en cosy fantasy, il m'a pas réconforté le moins du monde, ni particulièrement, je sais pas, la maison au milieu de la mer céruléenne. C'était sympa, mais c'était pas réconfortant au possible. Mais par contre, il y a des livres que j'adore ou des œuvres que j'adore et qui vont me réconforter malgré qu'il se passe des trucs un peu de merde des fois. Puisque c'est vrai que dans la cozy fantasy, il y a quand même pas trop de morts. Bon, là, il y en a peut-être quelques-uns. Ok, bon. Voilà, on a droit à un pourcentage de pertes, peut-être on peut se dire. Donc je vais commencer avec le film Wicked qui est sorti l'année dernière, donc avec entre autres Ariana Grande, que personnellement j'ai adoré. Après je suis une grande fan de comédie musicale, vraiment c'est archi mon truc. Mon réalisateur préféré c'est Baz Luhrmann, c'est vraiment des univers que j'adore, c'est très très théâtral, c'est grandiloquent, c'est too much, c'est tout ce que vous voulez. Je suis archi fan. Donc forcément, cette histoire un petit peu d'avant le magicien d'Oz, enfin en tout cas d'explication sur la méchante sorcière de l'Ouest avec Glinda. Ah mais j'ai adoré, alors que je connaissais très peu l'histoire du magicien d'Oz, hein. J'ai jamais trop lu, vu quoi que ce soit. Mais alors vraiment énorme coup de cœur pour ce film que j'avoue, vu 3 fois en 2 semaines quand il est sorti au cinéma. C'est vous dire, et entre-temps je l'ai recommandé à des potes qui ont détesté au demeurant. Mais bon, elles aiment pas les comédies musicales, alors bon, c'est sûr que ça risquait pas. Mais alors ça, voilà, ça c'est un film où il se passe plein de trucs graves, il se passe plein de gros enjeux, mais c'est hyper réconfortant pour moi de regarder ça. Ensuite, un livre qui a vraiment ce goût-là pour moi de réconfort, et là je vais vraiment jouer la carte nostalgie, c'est La quête des Willan de Pierre Bottero, parce que tout simplement c'est les livres que j'ai lus enfant, que j'ai relus ado, que j'ai relus adulte. Et donc, même s'il se passe plein de trucs, même s'il y a tout ce que vous voulez de pas cool, des morts, des trucs pas sympas, et ben ça me réconforte vachement de relire ça. Et je sais que si d'ici quelques années ou quelques temps je me dis tiens je relirais bien La quête des Willan, c'est me faire un câlin à moi-même, hein. Vraiment j'avoue que c'est un peu une Madeleine de Proust, c'est un univers que je connais par cœur. J'ai dessiné la carte enfant. Si on me dit le nom d'une ville, je sais où elle est. Je sais où elle est sur la carte. Je l'ai dessinée, redessinée, le machin, je la connais mieux que la carte des départements de France, que je connais pas du tout d'ailleurs en fait. Donc voilà, est-ce que ça peut être qualifié de cosy fantasy ? Je pense pas au demeurant, mais moi c'est très très cosy pour moi. Et un livre qui m'a fait un petit peu cet effet-là de... Ah, je sais pas si ça peut être... Enfin, je pense que ça peut pas être qualifié de cosy parce qu'il se passe trop de trucs sombres, mais c'est très très dérangeant comme livre, enfin il y a plein de trucs dérangeants, mais en même temps, il y avait un côté très très réconfortant pour moi. C'est un peu comme un film de Tim Burton, mais qu'on regarderait pas pour la première fois. Je sais pas comment dire, genre... Vous voyez, Les Noces funèbres, honnêtement, par exemple, la première fois qu'on le voit, c'est un peu chelou quand même, hein. Mais après, on le voit plusieurs fois, puis ça devient un peu une sorte de réconfort d'Halloween qu'on se fait presque chaque année. Et bah, ça avait un peu ce goût-là, sauf que là, je le découvrais pour la première fois. Enfin, perso, ça m'a fait trop du bien comme lecture. Énorme coup de cœur, mais énorme, vraiment. C'est Emblème de Ina Ciel, donc c'est une duologie qui est publiée en brochet chez les éditions Nemos. J'ai vraiment eu l'impression de lire un Tim Burton. Enfin, en fait, je sais pas, je verrais tellement bien cet univers en film ou en série d'animation, peu importe, mais adapté par Tim Burton, ça serait exceptionnel. Ça m'exploserait le cerveau, là, je crois, mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors, en particulier le tome 1, même si j'ai adoré également le tome 2, mais c'est vrai que le tome 1, il m'a vraiment fait un effet, mais incroyable. On va suivre un jeune homme très très pâle, très maigre, qui est Ereb d'Aigremort, qui semble avoir une sorte
pas de pouvoir, mais en tout cas, visiblement, il a vraiment une sorte d'aura assez sombre. C'est quelqu'un qui est plein d'angoisse et qui est complètement traumatisé par un cauchemar qu'il fait à répétition. Et donc il est gardé très précieusement par sa mère dans ce manoir où à la fois il s'épanouit mais décrépit un petit peu, jusqu'au jour exceptionnel où une jeune fille, sans le connaître, va demander à l'épouser. On est clairement sur une union intéressée, puisque Cécilie, cette jeune fille, a un grand intérêt à se retrouver unie à un noble, puisque ce qu'elle souhaite, c'est intégrer une université à la Scientifica, qui est une terre de science et de progrès, puisque le lieu où elle habite actuellement est très restrictif pour les femmes. Sauf que pour ça, non seulement il faut qu'elle soit mariée à un noble, mais il faut qu'en plus, elle réussisse à le convaincre de partir en expédition vers Exotica, qui est une terre peuplée de créatures magiques. Sauf que Cécilie compte bien ne jamais en arriver jusque-là, puisque son plan c'est de profiter de l'escale à la Scientifica pour s'échapper. Donc ici, j'avais pas du tout découvert le résumé avant de me lancer, je savais que j'allais adorer cette histoire, mais alors absolument pas à quel point. Et clairement, on m'avait alpagué juste avec les mots Green Academia, cabinet de curiosité. Là, c'était bon, j'étais partie. Et alors, entre les personnages qui sont extrêmement nuancés, très très bien écrits, je les ai trouvés en fait extrêmement crédibles dans leurs émotions, dans leurs choix. Et franchement, il y a des personnages, par moments, on les déteste pour leur choix, mais en même temps, c'est très humain tout ce qui se passe. Et en même temps, parfois, ça l'est pas tant que ça non plus. Tous ces personnages, ils sont attachants, ils sont faillibles, et certains d'entre eux sont vraiment, torturé par un passé douloureux. Ereb, il est vraiment habité par son passé dont il n'a pas vraiment de souvenir. Et en plus, aujourd'hui, il est extrêmement anxieux, extrêmement angoissé. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent dans l'écriture de son personnage. J'ai trouvé ça vraiment réalisé avec brio. Et franchement, ce livre, je l'ai lu sur liseuse. Et depuis, j'ai qu'une obsession, c'est de l'acheter en papier. Parce que je veux les posséder, ils sont trop beaux. Mais en plus, ils étaient tellement bien que je sais que je serai amenée à les relire. Et donc d'ailleurs, quand j'ai écrit ma chronique sur Babelio, oui, parce que quasiment tous les livres, je pense tous même, tous les livres dont je vous ai parlé là, j'écris des chroniques à chaque fois pour chaque livre que je lis, que je publie sur Babelio. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte qui est dans la barre de description. Donc voilà, quand j'ai écrit ma chronique pour Emblème, j'ai noté que j'avais dû bien passer une demi-heure à raconter l'histoire à mon copain, et que je fais clairement ça qu'avec les livres soit qui sont très très bons et dont évidemment l'histoire est quand même susceptible de lui plaire, ou avec les livres très très mauvais. Donc là, on est clairement sur le livre très très bon qu'il aurait adoré, mais il lit pas énormément de romans de temps en temps, mais je désespère pas de lui faire lire un jour Emblème, même si j'adorerais que ce soit adapté. Puis alors par Tim Burton, ça serait vraiment le must, mais bon, on va quand même un petit peu se calmer là. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser en fait à un univers qui pourrait être développé par lui, parce que en fait il y a vraiment cette construction de personnages particulièrement intéressant. Et en fait je pense que aussi j'ai vachement associé Ereb à un petit peu Victor dans Les Noces Funèbres. Enfin, j'imaginais un peu ce genre de mec, voilà, très pâle et squelettique et plein de mal-être et de maladresse et un petit peu tout ça. En fait, c'était pas cosy du tout, mais ça a eu quelque chose de très enveloppant qui m'a donné quand même en fait cette illusion de cosy. Mais c'est pas facile à expliquer, mais voilà. Donc je tenais quand même à le faire figurer dans cet épisode de podcast, même si c'est vrai qu'il répond pas vraiment du tout au code de la Cozy Fantasy. Alors je voulais aussi demander à mon copain de vous faire une sélection de jeux vidéo qui pouvaient rentrer dans cette idée de Cozy Fantasy, mais entre temps j'ai complètement zappé. Donc ce que je ferais, c'est que je vous les mettrais en description, je les noterais directement, ces recommandations de jeux vidéo, parce que je suis certaine qu'il a joué à plein de jeux vidéo de fantasy très très cosy. Déjà, je pense pas trop m'avancer en vous nommant Zelda, mais bon, je le laisserai en juger. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Déjà, si c'est le cas, vous pouvez mettre des petites étoiles au podcast sur Spotify, un petit like sur YouTube, en fonction voilà, de la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a toujours un moyen de noter le podcast. Et puis, surtout, dites-moi si vous avez lu de la Cozy Fantasy de votre côté, si c'est un genre qui vous plaît ou si c'est pas trop fait pour vous. Et puis si on a des lectures en commun, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé de tous ces livres. Si jamais vous avez d'autres recommandations, je vous invite à les partager dans les commentaires, puisque je trouve ça toujours chouette de découvrir de nouvelles lectures de cette façon-là.
Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.